Vous écoutez Crime Story, l'affaire de l'étrange mort de Drosnotov, deuxième et dernier épisode. L'entrepreneur allemand Drosnotov, 48 ans, est mort chez lui dans sa maison à Èze, dans les Alpes-Maritimes en 2011. À la fin de l'épisode 1, les enquêteurs découvrent grâce à une expertise graphologique qu'il n'a pas rédigé lui-même son testament dans lequel il fait de son ex-femme son héritière. La question de savoir qui l'a fait se pose alors, et c'est bien entendu elle, en premier lieu, qu'on soupçonne. À partir de ce moment, les gendarmes vont s'intéresser d'un peu plus près à Grit, l'ex-femme de Drosnotov. À 45 ans, elle est trilingue et passionnée de culture égyptienne et de musique classique. Quand elle rencontre Drost, elle est fonctionnaire au chômage. Lui est poursuivi pour escroquerie et risque d'être placé en détention provisoire. Grit se porte garante et l'héberge, lui évitant ainsi d'y aller. Ils partent ensuite pour la Côte d'Azur, où ils montent ensemble l'affaire florissante de Drost. Pendant plusieurs années, les choses se passent bien, puis leur relation se délite. Le couple finit par se séparer en 2009, à l'initiative de Drost, et sans animosité. Lui reste du côté de Monaco, où il continue ses affaires. Elle retourne un temps en Allemagne, avant de revenir s'installer en France, dans l'Aude cette fois, avec son nouveau compagnon qu'elle a rencontré sur Facebook. Il s'appelle Georges Pierru, a 49 ans, une barbe et des cheveux bouclés bruns. Un physique de gros nounours, comme le surnomme sa nouvelle compagne. Il est également père de 2 enfants et veilleur de nuit à Narbonne, en attendant de vivre de ce qui l'anime vraiment, la peinture. Originaire de Cambrai, dans le Nord, il s'est installé à Espéraza, une petite commune à une 50aine de kilomètres de Carcassonne. Il se revendique de Picasso, mais ses œuvres ont beaucoup moins de succès que celles du célèbre peintre espagnol. Et pour le couple, les fins de mois sont rudes. Les débuts aussi. Grit ne travaille pas, lui parvient tout juste à vendre quelques peintures pour quelques dizaines d'euros aux restaurants de son village qui veulent bien les acheter. Alors forcément, l'héritage de Drosnotov tomberait à pic. Damien, les enquêteurs pensent désormais que Grit et Georges Pierru sont impliqués dans la mort de Drosnotov. Comment ils cherchent des preuves de cette implication ? Alors ils vont commencer par quelque chose d'assez évident et d'assez simple. Ils vont étudier les emplois du temps de Grit et de Georges Pierru au moment de la mort de Drosnotov. C'est une enquête assez classique. Et ils vont découvrir quelque chose d'intéressant, c'est que la veille de la découverte du corps, c'est-à-dire le 25 septembre, eh bien Grit et Georges, ils sont dans les environs d'Èze puisque leurs téléphones ont borné dans le secteur. Grit et Georges, ils sont auditionnés une première fois, sans être inquiétés. À ce moment-là, comment ils justifient que leur téléphone est borné ? Oui, effectivement, ils sont entendus comme de simples témoins à ce moment-là. Alors, ils vont pas du tout nier, ils vont dire bien sûr, oui, on était dans le coin. Et d'ailleurs, on est passé voir Drost dans sa maison. Et ça s'est très bien passé, on a passé quelques instants avec lui. Donc, ils confirment effectivement qu'ils étaient dans la région la veille de la mort de Drosnotov. Les enquêteurs trouvent d'autres éléments qui les impliqueraient ? Alors, ils vont aller chercher des vidéosurveillances. Ils voient notamment sur des vidéosurveillances de l'autoroute la voiture du couple qui passe. Et là, il y a un détail qui n'en est pas un d'ailleurs, qui va les interpeller, c'est qu'ils se rendent compte que la voiture qu'utilisent Grit et Georges, elle est munie de fausses plaques d'immatriculation. Alors, a priori, on maquille pas sa voiture, on change pas sa plaque minéralogique quand on n'a rien à se reprocher, quand on se déplace normalement. Donc, c'est un élément de plus qui va quand même attirer l'attention des enquêteurs. Les gendarmes n'ont pas de preuves formelles de leur culpabilité, mais ils détiennent un faisceau d'indices qui les ramènent au couple. Pendant leurs investigations, ils ont par exemple constaté que l'ex-femme de Drosnotov continue à utiliser depuis leur séparation une carte bleue de la société. Et eux ne savent pas vraiment si c'était avec son accord ou si c'était du vol. Les enquêteurs racontent aussi que Grit et Georges donnent malgré eux des détails de la scène de crime qu'ils sont les seuls à pouvoir connaître. Et ils se posent une question. Est-ce que Drosnotov aurait demandé à son ex-femme de lui rendre cette carte bleue, déclenchant ainsi un conflit ? Le mardi 20 janvier 2015, Grit et Georges sont placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie à Nice. Damien, comment se passe tout d'abord la garde à vue de Grit ? Alors il va se passer quelque chose d'assez rare en garde à vue. Elle va se mettre à vomir en fait. Et les gendarmes qui procèdent à cette audition ont même ce sentiment qu'elle se vide en fait, en quelque sorte physiquement, que c'est son corps qui va passer aux aveux avant elle. Et puis après, dans ses premières dépositions quasiment, elle va avouer, elle va reconnaître qu'effectivement, elle a participé avec Georges à l'assassinat de son ex Drosnotov. Et que dit Georges Pierru ?
Il va craquer relativement vite aussi. Alors, ils vont raconter tous les deux qu'ils l'ont en fait étranglé la veille de la découverte du corps à l'aide d'une baramine. Alors, la baramine, c'est un outil très résistant en fer. En général, on l'utilise d'ailleurs même des fois pour forcer des portes. C'est quelque chose de très résistant. Donc, on comprend qu'ils lui ont bloqué le cou et qu'ils l'ont tué de cette façon-là. Drosnotov, il serait donc mort en fait le 25 septembre, c'est-à-dire la veille de sa découverte. Est-ce que c'est surprenant que ces deux présumés coupables craquent si vite ? Alors, il n'y a pas de règle en matière d'aveu, mais c'est pas si surprenant que ça parce que ça révèle en fait ce qu'on sait un peu d'eux déjà, c'est-à-dire que c'est pas du tout des professionnels du crime, hein. Elle, c'est plutôt une intello, un peu babacool si on peut dire, et lui c'est un espèce de peintre un peu raté, mais voilà, c'est pas des gens qui ont un passé criminel ou même un passé délinquant. Alors ce qui frappe quand même, c'est que leur mise en scène elle était plutôt réussie, elle a même failli marcher parce que si les premiers gendarmes et le médecin généraliste qui viennent constater la pendaison, ils avaient été un peu naïfs ou inexpérimentés, bah ça pouvait passer. Mais là, on voit bien que sous la pression de la garde à vue, et Georges et Grit, ils n'ont pas du tout l'habitude de vivre ces moments-là où on est enfermé dans une pièce, où on est assailli de questions. Tout va un peu partir. C'est-à-dire que c'est comme une digue qui lâche brutalement. Et ce secret, en plus, qu'ils partageaient quand même tous les deux depuis quelques années, était sans doute devenu beaucoup trop lourd pour leurs épaules. Et c'est pour ça qu'ils craquent l'un après l'autre. Quelle est l'histoire qu'ils vont raconter ? Qu'est-ce qui s'est passé selon eux ? Là-dessus, ils sont pas du tout d'accord. Ils donnent des versions qui sont pas très cohérentes. Alors, tous les deux, ils vont quand même nier le fait d'avoir prémédité leur acte. C'est-à-dire, ils disent aux gendarmes, on n'avait pas prévu d'aller éliminer Drosnotov, on n'avait pas de projet particulier. En revanche, ils vont essayer de se rejeter un peu la faute l'un sur l'autre. Elle va changer pas mal de fois de version. Elle va parler d'une mort accidentelle, d'une bagarre, un peu de vengeance aussi à l'égard de Drost, qui se serait servi d'elle, dit-elle, à une époque. Puis après, ils vont même partir dans une histoire complètement folle où ils vont évoquer la présence de tueurs albanais dans la maison. Enfin, voilà, on sent que ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui veut reconnaître l'intégralité des faits, qui veut reconnaître la paternité de cet assassinat, donc ils vont se renvoyer un petit peu la balle. Quand le procès s'ouvre en novembre 2018 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice, ils continuent de se rejeter la responsabilité de l'assassinat. Et ils sont en instance de divorce. Georges Pierru dément toute participation au crime. Mais une nouvelle charge pèse sur lui. Il est soupçonné d'avoir fait envoyer des lettres depuis sa prison pour tenter de se disculper, ainsi que des messages cachés dans des chaussettes à l'intention de sa complice pour se mettre d'accord sur leur version des faits. Finalement, devant la cour, les deux accusés avouent à nouveau, avec quelques variantes et en continuant de rejeter la faute du meurtre sur l'autre, mais en reconnaissant tous les deux leur présence ce jour-là et leur implication. Damien, dans la bouche des deux accusés, le déroulé des événements est flou. Est-ce que finalement, on sait ce qu'il s'est passé ? C'est assez difficile parce qu'ils ont tellement varié, ils se sont tellement renvoyé la balle que c'est un petit peu compliqué. L'hypothèse qui se dégage quand même, c'est que c'est plutôt Grit qui aurait convaincu Georges de passer à l'acte en lui faisant croire d'ailleurs que Drost la menaçait, qu'elle était en danger, voire même il y a eu une histoire à un moment donné de tentative d'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de Drost, et donc il fallait le tuer pour s'en débarrasser. Mais elle dit aussi, c'est pas moi qui l'ai tué, j'avais pas prévu qu'il meure, donc en fait on sait pas trop. Après, ce qu'on comprend quand même, c'est que les enquêteurs pensent à ce moment-là que Drost a interdit en quelque sorte à son ex-femme de se servir à nouveau de cette carte bancaire, qui lui a supprimé l'accès à cette carte bancaire, et qu'évidemment ça peut être une explication, un mobile. Elle utilisait cette carte évidemment de crédit, et là d'un seul coup Drost lui dit bah non, c'est terminé, et les enquêteurs se disent bah c'est peut-être une raison pour laquelle elle s'en est pris à lui. Finalement, Grit et Georges sont condamnés à 25 ans de réclusion criminelle. Cette histoire, ça aurait pu être le crime parfait ? Ah, complètement, parce que en plus de cette mise en scène relativement réussie, si ce n'est cette histoire du nœud qui est fait à l'envers, ils avaient pris en plus pas mal de précautions. Ils avaient apporté par exemple des torchons qu'ils avaient enfilés sur leurs chaussures pour ne pas laisser de traces dans la maison. Donc c'est vraiment, ça s'est joué à pas grand chose. Une mauvaise constatation sur place, on valide le suicide, on enterre Drosnotov, et effectivement c'est le crime parfait. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.